Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce voyage unique au cœur de l'histoire. On pense connaître Versailles, n'est-ce pas? Les ors, les fastes, la magnificence. On imagine les rois, les reines, les courtisans, leurs vies ostentatoires exposées sous le grand soleil de la monarchie. Mais si je vous disais que sous ce vernis scintillant, sous les jardins impeccablement taillés et les marbres froids, se cachent des murmures d'histoires oubliées, des cœurs brisés, des secrets enfouis par le temps, attendant juste d'être découverts, que le passé n'est pas toujours ce que l'on croit, surtout quand il s'agit de ses recoins les plus intimes, de ces jardins secrets où la nature elle-même est complice de bien des non-dits. Le passé, mes amis, est un labyrinthe, et parfois, la vérité la plus bouleversante se dissimule dans les détails les plus insignifiants. Alors, avant de plonger dans ce dédale de mystères et d'émotions, prenez un instant pour vous installer confortablement, peut-être avec une boisson chaude. Et si le cœur vous en dit, un petit pouce bleu serait une merveilleuse façon de soutenir ces explorations historiques. Et pourquoi pas un abonnement, pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Pendant que vous vous préparez, dites-moi dans les commentaires, où êtes-vous dans le monde en ce moment, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer notre communauté connectée à travers les fuseaux horaires, partageant cette même passion pour les récits qui traversent le temps. Préparez-vous à laisser le temps s'effacer, car le passé nous appelle. Elara Dubois, 32 ans et archéologue du temps libre, plutôt archiviste indépendante spécialisée dans les jardins historiques, évoluait avec une lenteur étudiée, presque rituelle, à travers les confins frais et silencieux de son petit appartement niché à l'ombre majestueuse du château de Versailles. Chaque geste était une danse mesurée, chaque pas un murmure sur le parquet ancien qui craquait parfois sous le poids des siècles. L'automne avait déjà tissé son voile glacial sur les vieilles pierres de mur, imprégnant l'air d'une fraîcheur persistante qui la poussait à resserrer son cardigan vert mousse, usé mais réconfortant, autour de sa silhouette fine et légèrement voûtée. Le tissu doux et légèrement rêche frottait contre ses avant-bras, une sensation familière qui la ramenait à l'instant présent, loin des époques qu'elle explorait quotidiennement. Sa fenêtre unique, perpétuellement voilée par la brume de saison, offrait une vue étroite sur une ruelle pavée, les pierres anciennes luisantes sous la pluie récente, reflétant la lumière tamisée et filtrée d'un ciel uniformément gris et chargé. L'humidité s'accrochait aux vitres, dessinant des arabesques éphémères qui semblaient s'accorder à la mélancolie ambiante. L'air dans son sanctuaire personnel était un mélange familier et apaisant. L'arôme sec et boisé de milliers de vieux livres, un parfum qui avait imprégné chaque fibre de son être, la légère odeur métallique de sa lampe de bureau en laiton antique, et la présence constante, presque palpable, des innombrables particules de poussière qui dansaient en suspension dans les rares rayons de lumière qui parvenaient à percer le voile de la fenêtre. C'était un ballet silencieux et éternel, une symphonie visuelle qui l'accompagnait dans ses explorations du passé. Elle était littéralement encerclée par des piles imposantes de documents, des cartes fragiles et des volumes reliés de cuir. Chacun un témoignage muet d'une ère révolue, un lien tangible avec des vies vécues des siècles auparavant. Les étagères en bois sombre, surchargées, semblaient gémir sous le poids de cette histoire accumulée, créant une atmosphère de bibliothèque ancienne, une bulle hors du temps où le passé était roi. « C'est mon monde », pensa-t-elle, une satisfaction tranquille, presque mélancolique, se mêlant à une douleur sous-jacente et persistante de solitude. Un monde où le passé parle plus fort que le présent, où le silence recèle plus d'histoire que n'importe quelle conversation humaine. Ses yeux, d'un vert profond, parcouraient l'étendue de ses trésors, s'attardant sur la calligraphie évanescente d'un manuscrit, la texture froissée d'une lettre oubliée. Elle passa une main sur le dos d'un volume particulièrement ancien, sentant la surface lisse, mais légèrement rugueuse et froide, du cuir vieilli, patiné par des siècles de manipulation. C'était un écho haptique de d'innombrables mains oubliées, de lecteurs dont les noms s'étaient perdus dans les limbes du temps, mais dont la trace restait, invisiblement imprimée sur la matière. Son travail était bien plus qu'une simple profession. C'était un pèlerinage solitaire, une quête fervente pour exhumer les récits cachés de l'histoire, un désir profond né d'un événement dévastateur. Un incendie, il y a des années, avait ravagé une aile significative de la bibliothèque de son université,
consumant notamment de rares textes botaniques qu'elle étudiait alors avec passion. Cette perte avait gravé dans son âme une conscience aiguë de la fragilité du savoir historique et un désir ardent de préserver ses nuances, souvent négligées. C'était une blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée, une cicatrice qui la poussait constamment à chercher et à protéger. Elle aspirait à une découverte, un fragment d'histoire oubliée, qui non seulement éclairerait la compréhension collective du passé, mais lui offrirait également une ancre personnelle, un sens de but durable pour contrebalancer son passé d'orpheline et la question irrésolue de son appartenance. Elle cherchait sa place dans le grand récit, sa propre histoire à travers celle des autres. Le tintement lointain et mélancolique de l'horloge du palais de Versailles, un son profond et résonnant, traversa la fenêtre, marquant le passage du temps. C'était un rappel constant et doux de la grandeur et des secrets qui se trouvaient juste au-delà de sa vue immédiate, toujours à portée de main, mais jamais tout à fait accessible. Un appel silencieux, presque. La tâche d'aujourd'hui était une commande qui lui apportait habituellement une joie tranquille. Cataloguer méticuleusement une collection nouvellement acquise de plans de jardin du XVIIIe siècle pour le château de Versailles. C'était un travail de patience, de précision, une immersion dans l'esthétique et l'ingéniosité d'une époque révolue. Ses doigts, agiles et habitués à la danse délicate avec le papier fragile, sélectionnèrent un grand parchemin d'une pile soigneusement ordonnée. Ses bords, cassants et jaunis, témoignaient de son grand âge, et il représentait la précision géométrique des parterres de l'orangerie. Une œuvre d'art verdoyante, un testament de l'ambition humaine à dompter la nature pour en faire un miroir de la raison et de l'ordre. Ses pupilles, d'un vert émeraude, glissèrent le long des lignes fanées, brassant mentalement les allées et les bosquets, tandis que ses doigts effleuraient le parchemin, sentant la texture légèrement en relief de l'encre ancienne, une empreinte douce et presque imperceptible, laissée par la plume d'un dessinateur d'antan. Tant d'efforts, tant de beauté, et pourtant, combien a vraiment perduré? Méditait-elle son monologue intérieur, constant compagnon, reflétant sur l'impermanence des choses, même des plus grandioses desseins. La permanence était une illusion, mais la trace, aussi ténue soit-elle, était la vérité qu'elle recherchait. Elle se déplaça ensuite vers un volume massif, relié de cuir épais, son quitre doré presque entièrement effacé par le temps, un fantôme de sa splendeur passée. Il contenait une collection disparate de petits croquis et de notes, reliés ensemble de manière hétéroclite, une véritable mine d'or d'informations fragmentées, comme un journal intime oublié de l'histoire. Le cuir, craquelé par endroits, libérait un parfum plus intense d'humidité et de tanin, une odeur qui semblait raconter des histoires de mains qu'il avait tenues, de regards qu'il avait parcourus. Alors qu'elle séparait avec une extrême précaution 2 pages épaisses, presque fusionnées par l'humidité et le poids des années, utilisant un outil en os plat et fin, un minuscule morceau de papier, plié avec une grande minutie, à peine plus grand que son pouce, glissa discrètement de la reliure. Il atterrit sans un bruit sur la surface lisse et polie de son bureau en chêne, un son inaudible dans le silence de son appartement, mais un événement sismique dans sa conscience d'archiviste. Il était presque imperceptible, camouflé par la texture vieillie et les teintes passées des documents plus grands, une ombre parmi les ombres. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Son œil d'archiviste, entraîné à repérer les anomalies les plus subtiles, enregistra immédiatement son étrangeté, sa singularité. Ce minuscule fragment n'appartenait pas à la collection. Sa présence était une aberration, un murmure de quelque chose de déplacé, de délibérément dissimulé, une perturbation discrète dans l'ordre tranquille et prévisible de son travail. C'était comme une note discordante dans une mélodie parfaitement orchestrée, une énigme inattendue. Une étincelle s'alluma dans son esprit, une curiosité brûlante. Elle a rassaisi le petit morceau de papier avec la plus grande délicatesse, ses doigts effleurant la surface avec une prudence infinie. Comme s'il s'agissait d'une aile de papillon, son cœur s'accéléra, un rythme inaccoutumé. Une rare poussée d'adrénaline qui la parcourut de la tête aux pieds. La qualité du papier était différente, plus fine, presque semblable à du vélin, et la teinte sépia fanée de l'encre suggérait qu'il était antérieur aux documents environnants de manière significative, peut-être de plusieurs décennies,
voire d'un siècle. Ce n'était pas un article d'archives standard, un simple inventaire ou un plan officiel. C'était un dessin. Mais, unlike tout plan de jardin qu'elle avait jamais vu, hautement stylisé, presque abstrait dans son rendu, il représentait une section obscure, apparemment insignifiante, des jardins du Grand Trianon. C'était un coin qu'elle reconnaissait vaguement, comme bordant un petit chemin de service désaffecté, rarement emprunté par le public. Un lieu oublié, ignoré des guides touristiques et des cartes officielles. Pourquoi ce coin spécifique, oublié? Quel était son intérêt, sa signification? Son regard perçait au-delà de l'encre et du papier, cherchant à sonder l'intention derrière le trait. Ce qui capta véritablement son attention, cependant, était un symbole singulier et inhabituel, méticuleusement dessiné dans le coin inférieur droit. Une rose stylisée, ses pétales s'épanouissant dans un motif presque géométrique, encerclé par une ligne délicate et ininterrompue. C'était une image d'une beauté simple mais frappante, qui semblait vibrer d'une énergie silencieuse. Un sigil, une marque, un indice, un langage caché. Son intuition d'archiviste, aiguisée par des années à tamiser les détritus oubliés du passé, lui criait « signification ». Ce n'était pas un gribouillis désinvolte ou une esquisse préparatoire. C'était une inscription délibérée, un secret attendant d'être déchiffré. Un message encodé dans la beauté éphémère d'une fleur. Un sentiment d'excitation profonde, rare et exaltant, la traversa, éclipsant momentanément son introspection mélancolique habituelle. C'était comme si une porte s'était ouverte sur un monde qu'elle n'avait fait qu'entrevoir dans ses rêves les plus fous. Serait-ce ça, la découverte que j'ai toujours attendue? Une clé pour un récit oublié, peut-être même pour déverrouiller un sens plus profond de mon propre but, de ma propre place dans cette grande tapisserie de l'histoire. Le poids du petit papier dans sa main lui sembla immense, un lien tangible avec un passé qu'elle commençait tout juste à percevoir, un défi direct à son intellect et à son désir ardent de sens. Le tintement lointain de l'horloge du palais résonna de nouveau. Un son plus profond, plus insistant cette fois, comme s'il signalait le début de son nouveau voyage inattendu, un appel à l'aventure, venu des profondeurs du temps, l'attirant inexorablement vers l'inconnu. Le reste du travail de catalogage s'estompa, se transformant en un arrière-plan flou, une distraction soudainement insignifiante. Et Lara ne parvenait pas à détacher son regard du croquis. Chaque ligne, chaque point, chaque nuance fanée de l'encre sépia semblait lui parler. Un langage muet qu'elle était impatiente de comprendre. Elle attrapa sa loupe, un instrument lourd à monture en laiton, héritage précieux de sa tante botaniste, dont l'œil perçant avait autrefois scruté les nervures délicates des feuilles et les structures complexes des fleurs. Elle la porta à son œil, et le monde du minuscule croquis s'agrandit, révélant des détails qu'elle n'avait pas perçus à l'œil nu. Le symbole de la rose, à travers le verre grossissant, semblait scintiller, imprégné d'une langue silencieuse qu'elle ne pouvait pas encore déchiffrer, un défi muet qui résonnait dans le silence de son bureau. Elle sentait le poids froid du laiton dans sa main, un lien tangible avec sa tante disparue, dont la passion pour la nature et la précision scientifique l'avaient tant influencée. Ce n'était pas seulement une loupe, c'était un talisman, un rappel de la quête incessante de la connaissance. Elle compara le dessin avec des cartes officielles des jardins du Grand Trianon, à la fois contemporaines et historiques, les étalant sur son bureau comme une constellation de parchemins, chaque pli, chaque tache, chaque note manuscrite étant une étoile dans son univers de recherche. La section représentée était effectivement mineure, souvent omise des plans plus grandioses. Un petit espace clos près de ce qui fut autrefois la cabane d'un jardinier, maintenant en ruine et envahi par la végétation. Pourquoi cet endroit particulier? Pourquoi ce symbole? Que protégeait-il? Astérisque. Son esprit s'emballa, connectant des fragments de connaissances disparates, cherchant des parallèles dans sa vaste bibliothèque mentale d'ésotérisme historique. Elle se rappela des références obscures à des jardins privés, des chemins secrets et des messages codés de ses recherches approfondies sur la vie de cour du XVIIIe siècle. Un monde riche en intrigues et en significations cachées. Un monde où l'apparence était tout, mais où les véritables enjeux se jouaient dans l'ombre, à travers des symboles et des non-dits.
La fragilité du papier, le fait qu'il ait été délibérément dissimulé, le symbole unique, tout indiquait une histoire destinée à être cachée, un secret confié au silence du temps, un récit délibérément obscurci pour des raisons qui lui échappaient encore. Une tension naissante commença à monter en elle, une urgence tranquille qui repoussa son calme contemplatif habituel. Elle sentit une connexion profonde, presque spirituelle, avec la main inconnue qui avait tracé cela, une communion silencieuse à travers les siècles, un secret partagé qui venait de naître. L'odeur du vieux papier et des feuilles en décomposition semblait emplir son petit appartement plus intensément maintenant, un subtil changement dans l'atmosphère, comme si le passé lui-même s'agitait, tendait la main, cherchant à la toucher, à l'entraîner. Elle savait, avec une certitude presque spirituelle, que sa quête solitaire venait de commencer. Son rêve récurrent du jardin labyrinthique, envahi par la végétation, où elle cherchait inlassablement une fleur spécifique et lumineuse, qui restait toujours juste hors de sa portée, semblait faire écho dans son subconscient. Son imagerie était désormais imprégnée d'une nouvelle direction tangible, une promesse de révélation qui la poussait en avant, irrésistiblement. Le silence de l'appartement n'était plus vide. Il était rempli de l'attente, du murmure des possibles, du souffle de l'histoire qui se déroulait sous ses yeux et dans ses mains. Les jours suivants se fondirent en un tourbillon de recherches intenses, son appartement devenant un simple point de passage entre le passé et le présent. Un refuge temporaire où elle pouvait recharger ses batteries avant de replonger dans les profondeurs de l'histoire. Elle a rapassé d'innombrables heures dans l'annexe désaffectée de la bibliothèque du palais, un espace rarement visité, dont l'air épais était imprégné de l'odeur spécifique, moisie, du parchemin ancien et de la pierre froide et humide. C'était une fragrance à la fois réconfortante et lourde du poids du temps oublié, une atmosphère propice à la méditation et à la découverte. Chaque inspiration était une immersion plus profonde dans un monde révolu. Elle plongeait dans des correspondances privées jaunies par le temps, des registres oubliés qui détaillaient les dépenses et les événements quotidiens, et des traités horticoles obscurs datant de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Elle cherchait désespérément toute mention du symbole de la rose stylisée ou de la section spécifique et négligée des jardins du Grand Trianon. Ses doigts, souvent tachés d'encre et de poussière, tournaient méticuleusement les pages, chaque froissement un murmure du passé, chaque bord cassant un rappel de la marche implacable du temps. Il doit y avoir un lien, un fil oublié, un nom, une date, murmurait-elle à elle-même, sa voix à peine audible dans le silence caverneux de la bibliothèque. Une supplique désespérée aux fantômes de l'histoire. Elle sentait une empathie profonde pour les individus anonymes qui avaient laissé ces traces, leur vie scintillant à travers les pages fragiles, leurs histoires attendant d'être ravivées. Elle s'imaginait leurs mains tenant ces mêmes pages, leurs yeux lisant ces mêmes mots, un lien invisible se tissant entre elle et eux à travers les siècles. Le volume colossal d'histoires oubliées était à la fois une source d'inspiration et une tâche intimidante, un vaste océan d'informations dans lequel elle naviguait, cherchant la perle rare. Le tintement lointain et mélancolique de l'horloge du palais était son seul compagnon constant, marquant la marche incessante des heures qu'elle passait dans cette quête solitaire. Un rythme lancinant du passé qui ponctuait ses pensées. Elle ne trouva aucune correspondance directe, seulement des indices alléchants et fragmentés. Une référence passagère à un jardinier renvoyé dans des circonstances mystérieuses. Une entrée codée dans le journal d'un noble mineur sur l'épanouissement du silence. Rien d'assez concret pour s'y accrocher fermement. Chaque impasse, cependant, ne faisait qu'alimenter sa détermination, renforçant l'idée qu'il s'agissait bien d'un secret profondément enfoui, un puzzle conçu pour défier les solutions faciles. Si la vérité était simple, elle aurait déjà été découverte. La complexité même de l'énigme lui confirmait sa valeur. Elle se sentait comme une détective du temps, suivant des pistes invisibles, guidée par une conviction inébranlable que la réponse était là, quelque part, attendant d'être déterrée. Munie de son croquis et d'une détermination renouvelée, Elara se dirigea vers les jardins du Grand Trianon. L'air automnal était vif et piquant, portant le parfum riche, humide et terreux des feuilles anciennes se décomposant dans les recoins cachés et non entretenus du vaste parc. Ce parfum puissant se mêlait subtilement à une légère odeur métallique émanant des grilles de fer patinées par le temps,
et des fontaines silencieuses et dormantes. C'était une symphonie olfactive qui témoignait de la lente danse de la nature et de la main de l'homme. La grandeur du Trianon, habituellement un lieu vibrant de touristes et de vie, semblait maintenant assourdie, contemplative sous le ciel couvert, son opulence adoucie par le voile mélancolique de l'automne. Les couleurs vives de l'été avaient laissé place aux teintes cuivrées, dorées et rouilles, créant une atmosphère de beauté sereine, mais aussi de légère tristesse. Les pavés sous ses bottes crissaient doucement, le seul bruit dans ce silence presque sacré. Elle chercha la section obscure représentée dans le dessin, le petit coin oublié qui avait piqué sa curiosité. Il était effectivement envahi par la végétation, un enchevêtrement sauvage d'hortensias dormant aux tiges ligneuses, de lierres noueux dont les vrilles s'accrochaient obstinément à tout ce qu'elle rencontrait, et de roses sauvages résistantes dont les épines formaient une barrière naturelle impénétrable. C'était un contraste saisissant avec les pelouses méticuleusement entretenues des environs, une poche de nature indomptée, un petit royaume où l'ordre humain avait renoncé, un mur de pierre en ruine, à peine visible sous un linceul de mousse et de lichen, qui le recouvrait comme une vieille couverture, délimitait l'espace, le séparant de la beauté formelle des parterres voisins. « C'est ça », pensa-t-elle, son souffle se condensant en buée dans l'air frais, un frisson d'anticipation la parcourant. Le silence ici était profond, presque palpable, brisé seulement par le bruissement des feuilles mortes sous ses pas, le cri occasionnel et lointain d'une corneille solitaire, et le battement insistant de son propre pouls, qui semblait résonner dans ses oreilles. Elle longea le périmètre de l'enclave, ses yeux balayant le sol et les buissons à la recherche de toute anomalie, de tout signe, son regard d'archiviste perçant le voile de la négligence. Chaque brindille, chaque pierre, chaque parcelle de terre était examinée avec une attention scrupuleuse, une patience infinie. Ses doigts tendirent instinctivement pour toucher la surface lisse, mais légèrement rugueuse et froide, d'un chérubin de marbre patiné par le temps, à moitié caché par les ronces. Son visage, érodé par des siècles d'intempéries et le léger toucher d'innombrables mains oubliées, témoignait de la fragilité de la beauté et de l'implacabilité du temps. C'était une image poignante, un rappel silencieux des vies passées qui avaient foulé ces lieux. Et puis, elle le vit. Là, partiellement obscurci par un épais fourré de rosiers sauvages, elle aperçut un petit banc de pierre, presque entièrement effondré, comme une épave échouée. Sur son côté, à peine visible sous un siècle de lichen et de crasse accumulée, se trouvait une gravure pâle, presque invisible. Une seule rose stylisée, reflétant avec une précision troublante celle de son croquis. Son cœur s'emballa, un tambourinage assourdissant dans le silence du jardin. Preuve tangible, une confirmation directe du passé, une voix ténue qui s'élevait des profondeurs du temps. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres de la pierre froide, ses doigts traçant délicatement les contours usés de la rose, sentant le relief à peine perceptible. C'était là, une signature discrète, un message laissé pour elle, à travers les siècles. La découverte de la rose gravée insuffla une nouvelle énergie à Elara, transformant sa quête tranquille en une chasse fervente. Elle retourna aux archives avec une vigueur renouvelée, ses pas plus rapides, son regard plus aiguisé. Désormais, elle se concentrait spécifiquement sur les individus associés au Grand Trianon pendant la période suggérée par l'âge du dessin. Une recherche plus raffinée, plus ciblée. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, que les fils invisibles commençaient à se connecter. Elle se plongea dans mes inventaires de biens, des listes d'effets personnels, et même des révisions architecturales de l'époque, des documents qui, auparavant, lui semblaient arides, mais qui maintenant recelaient des indices potentiellement cruciaux. Chaque ligne, chaque nom, chaque description était scrutée avec une intensité nouvelle. C'est dans un inventaire poussiéreux d'une dame d'honneur mineure de la reine Marie Leschinska, une certaine Madame de Valois, qu'elle trouva une entrée fugace mais significative. Un médaillon en argent terni, gravé d'une seule rose. Pas d'autres détails, aucune mention de son emplacement actuel, juste ce fragment alléchant, comme une miette de pain jetée sur son chemin. Un médaillon pourrait être le symbole central, la clé de tout. L'idée illumina son esprit, une connexion inattendue. La mention de la rose sur un médaillon
déclencha une image vive dans son esprit. L'enfant solitaire de son rêve récurrent, non pas perdu ou égaré, mais tenant quelque chose de précieux, un petit objet lumineux qui brillait d'une douce lumière intérieure. Le rêve du jardin labyrinthique, où elle cherchait inlassablement une fleur spécifique et lumineuse, lui semblait maintenant moins un vague cauchemar et plus une prémonition, un guide symbolique, une boussole intérieure qui la menait vers cette révélation. Le médaillon, elle en était convaincue, était la manifestation physique du symbole, un lien tangible avec la personne qui avait dessiné le croquis, un emblème personnel, porteur d'une histoire intime. L'atmosphère envahissante de profonde mélancolie dans l'archive sembla s'intensifier, comme si les fantômes du passé se rapprochaient, partageant leurs secrets, murmurant à travers les pages, impatients que leur histoire soit enfin racontée, que leur silence soit brisé. Et Lara sentait leur présence, une pression douce mais insistante, la poussant à continuer, à ne pas abandonner. Et Lara réorienta ses recherches, guidée par une nouvelle hypothèse qui fusionnait ses passions pour l'histoire et la botanique. Elle se tourna vers les archives botaniques et les histoires personnelles des jardiniers royaux. Une voix qu'elle savait que sa lointaine tante, la botaniste à la retraite qui l'avait élevée, aurait adorée. Sa tante avait cultivé en elle cette connexion profonde, presque solitaire, avec la nature et l'histoire. Un respect inné pour le langage silencieux des plantes, pour leur cycle de vie et leurs secrets cachés. Elle découvrit que le symbole de la rose stylisée, bien que unique dans son rendu spécifique, ressemblait étrangement à une variété rare de roses, la Rosa trianonia, autrefois cultivée exclusivement dans les jardins privés du Grand Trianon. Les rumeurs disaient qu'elle possédait un parfum unique, presque éthéré, une fragrance qui évoquait à la fois la beauté et la tristesse, un mélange subtil de douceur et de mélancolie. Cependant, cette rose était largement considérée comme éteinte, perdue dans les annales du temps, comme tant d'autres trésors botaniques disparus. Le potager du roi, le jardin potager du roi, avec sa riche histoire d'horticulture expérimentale et sa proximité avec le Trianon, devint sa prochaine destination logique. C'était là que les innovations et les expérimentations prenaient vie, là que la nature était façonnée et étudiée avec une précision scientifique. Des vestiges de la Rosa trianonia pourraient-ils encore exister? Cachés, défiant l'extinction. L'idée lui parut farfelue, presque romanesque, et pourtant, elle était terriblement excitante, une lueur d'espoir dans le récit mélancolique qu'elle tissait. Le potentiel d'une telle découverte la laissait sans voix. L'air frais et humide, caractéristique d'un automne à Versailles, semblait porter le fantôme de ce parfum insaisissable, une mémoire olfactive fantomatique taquinant ses sens, lui donnant l'impression qu'elle n'était pas si loin du but. Elle commença à soupçonner que le croquis n'était pas seulement une carte, mais un témoignage d'un trésor botanique perdu, un jardin secret au sein d'un jardin, gardé par un symbole, un héritage vivant, attendant d'être redécouvert. Le poids du temps, si souvent source de contemplation tranquille, lui semblait maintenant moins un fardeau qu'une force vivante, la guidant, une main invisible la poussant en avant, lui montrant le chemin. Le potager du roi était une symphonie de décomposition automnale et de vitalité persistante. Des rangées d'arbres fruitiers dénudés se dressaient comme d'anciens sentinelles, leurs branches nues gravées contre le ciel gris et bas, tandis que des légumes de fin de saison s'accrochaient encore à la vie, leur vert vibrant étant une éclaboussure de couleurs défiantes au milieu des teintes plus sombres. C'était un tableau vivant de la persévérance de la nature, un cycle éternel de mort et de renaissance. Et Lara naviguait sur ses chemins ordonnés, ses bottes crissant sur le gravier humide, cherchant les sections les plus anciennes et les plus isolées, en particulier celles qui bordaient le domaine du Grand Trianon. C'était là que le formel se mêlait au sauvage, où les limites étaient floues et où la nature reprenait ses droits avec une douce insistance. L'odeur riche, humide et terreuse des feuilles anciennes en décomposition était ici particulièrement puissante, la ramenant à la terre, l'ancrant dans le présent. C'était une odeur qui parlait du cycle de la vie et de la mort, de la mémoire et du renouveau, une fragrance qui résonnait profondément en elle. Dans un petit abri oublié, niché derrière un bosquet de poiriers en espalier, dont les branches étaient méticuleusement attachées le long d'un mur et utilisées par des générations de jardiniers, elle tomba sur une collection de vieux journaux non reliés.
Ils étaient soigneusement rangés sous une pile d'outils dormants et de pots en terre cuite, comme des trésors cachés par le temps. Un journal en particulier dont la couverture en cuir était craquelée et décolorée, et dont les pages étaient devenues cassantes comme du papier de riz, datait du milieu du XVIIIe siècle. Son écriture était élégante, mais difficile à déchiffrer, tracée par la main d'un maître jardinier nommé Antoine, qui avait servi au Grand Trianon. Parmi des entrées détaillées sur les techniques de taille et les rotations de culture, Elara trouva des mentions sporadiques, mais de plus en plus passionnées, d'un projet secret, d'une beauté fragile, et d'une rose d'une tristesse et d'un espoir inégalé. Antoine parlait de planter, sous l'ombre de la grande maison, là où le silence veille, et d'une clé d'argent qui déverrouillerait ses secrets. Il faisait également référence à une Madame V, dont le chagrin trouvait consolation dans les pétales. Le symbole de la rose stylisée apparaissait par intermittence dans les marges, parfois accompagné de petites cartes complexes des recoins moins connus du Trianon, dont l'une correspondait précisément aux croquis initiales d'Elara. Le tintement lointain et mélancolique de l'horloge du palais sembla souligner la beauté poignante des mots oubliés d'Antoine. Sa dévotion résonnante à travers les siècles, une conversation silencieuse entre le passé et le présent, une invitation à poursuivre. Les entrées du journal d'Antoine devenaient de plus en plus cryptiques, laissant entrevoir une histoire tragique, un récit profond et non dit. Madame V, en déduisit Elara avec une certitude grandissante, était Madame de Valois, la dame d'honneur dont elle cherchait maintenant si désespérément le médaillon. Les mots d'Antoine peignaient le tableau d'une douleur profonde et inexprimée, d'un chagrin si immense qu'il ne pouvait être exprimé que par la culture d'une fleur spécifique, un témoignage silencieux d'un cœur brisé. Il écrivait de ces larmes invisibles arrosant les racines de la Rosa Trianonia, et de son médaillon d'argent, une promesse silencieuse, un gardien de secret. Elara ressentit une connexion profonde avec la douleur cachée de Madame de Valois, y reconnaissant un écho de sa propre solitude non résolue et du besoin humain persistant de trouver un sens à la perte, de laisser une marque, aussi subtile soit-elle. C'était une compréhension qui transcendait le temps, une empathie qui liait deux âmes à travers les siècles. La clé d'argent, mentionnée dans le journal, supposa-t-elle maintenant, n'était pas une clé littérale, mais le médaillon lui-même, qui portait une signification plus profonde, une inscription cachée, un dernier indice crucial. Elle ressentit un sens croissant de responsabilité, non seulement pour résoudre un puzzle historique, mais pour honorer un cœur oublié, pour donner une voix à un chagrin silencieux. Le poids du temps lui semblait moins un concept abstrait qu'un fardeau partagé, la connectant directement à ses vies passées, un fil d'empathie s'étendant à travers les siècles. Le rêve récurrent du jardin labyrinthique avait maintenant un but plus clair. Elle ne cherchait pas seulement une fleur, mais la fleur, celle qui détenait la clé d'un héritage oublié. Une floraison lumineuse d'espoir et de souvenirs. Un symbole vivant d'une histoire qui attendait d'être enfin révélée au grand jour. Elara, les pensées tourbillonnantes, le cœur vibrant d'une résolution nouvelle et inébranlable, sentit le poids du temps se transformer d'un fardeau partagé en une mission impérieuse. Le médaillon, cette clé d'argent, murmurée par Antoine, n'était plus une simple hypothèse, mais une certitude gravée dans son âme. Elle devait le trouver. La lueur pâle de l'aube filtrait à travers les rideaux lourds de son appartement parisien. Mais Elara n'avait pas attendu le plein jour. Une énergie fébrile l'animait, une poussée d'adrénaline mêlée à la détermination silencieuse qui l'avait toujours caractérisée. Ses doigts effleurèrent son croquis, la rose stylisée semblant palpiter sous la lumière incertaine, un défi et une promesse. Elle se retrouva bientôt sur le chemin des Archives nationales, un bâtiment imposant et austère dont les murs semblaient imprégnés de siècles de secrets chuchotés et de silences respectés. L'air y était toujours frais, même en cette fin d'été, et portait l'odeur inimitable du papier jauni par le temps, de l'encre séchée, et d'une poussière ancienne qui chatouillait délicatement les narines. Chaque inspiration était une immersion dans le passé, une sensation à la fois réconfortante et légèrement oppressante. Les couloirs, éclairés par des lumières tamisées qui donnaient aux ombres une profondeur presque tangible, résonnaient du seul écho de ses pas mesurés. Le silence n'était pas vide, mais rempli du murmure incessant de l'histoire,
une cacophonie silencieuse de voix attendant d'être entendue. Sa quête commença par une plongée méthodique, presque monastique, dans les inventaires du palais. Des registres manuscrits, aux pages craquantes et au papier fin comme du vélin, défilaient sous ses yeux. Elle cherchait tout ce qui pouvait se rapporter aux effets personnels de Madame de Valois, mais surtout aux objets légués après son décès. C'était un travail de bénédictin, une patience d'archéologue face à l'immensité d'une civilisation engloutie. Des heures se transformèrent en jours, des jours en une semaine éreintante. Ses yeux, habitués à déchiffrer les écritures les plus désuètes, piquaient sous l'effort soutenu. Ses doigts parfois engourdis tournaient avec une infinie précaution les pages fragiles, craignant de déchirer un pan de l'histoire. Chaque matin, elle arrivait avant l'ouverture officielle, l'odeur du café encore chaude dans sa tasse thermique. Et chaque soir, elle était la dernière à quitter les lieux, la lumière des réverbères parisiens se reflétant sur les vitres des immenses salles de lecture. Le processus d'élimination était d'une lenteur exaspérante. Elle consultait des listes de bijoux, d'objets d'art, de bibelots de toutes sortes, des inventaires de garde-robe, des correspondances personnelles qui mentionnaient des cadeaux, des legs. Elle sentait le grain du papier sous ses doigts, tantôt lisse et glacé, tantôt rugueux et fibreux, chaque texture racontant une part de l'histoire de sa fabrication, de sa conservation. L'encre, parfois délavée par l'humidité ou fanée par la lumière, exigeait une concentration absolue, un décryptage patient de chaque volute, de chaque jambe de lettre. Les moments de découragement étaient nombreux. Une fois, elle avait passé une journée entière à éplucher les biens d'une dame de compagnie homonyme pour se rendre compte, le soir tombé, de son erreur. La frustration, brûlante et amère, l'avait presque fait abandonner. Elle s'était levée de sa chaise en bois dur, le dos endolori, les tempes battantes, et avait marché jusqu'à la fenêtre pour regarder la cour intérieure, un carré de ciel gris parisien. Le silence des archives lui semblait alors pesant, moqueur, comme si tous ses secrets se refusaient à elle. Mais l'image de la rose sur son croquis et le souvenir de la mélancolie d'Antoine, de son amour persistant, la ramenaient toujours à sa tâche. Elle se souvenait de la fragilité de la connaissance historique, de la facilité avec laquelle les faits pouvaient être perdus, effacés, comme cette bibliothèque ravagée par le feu qui l'avait traumatisée. Ce médaillon, cette histoire, ne devait pas disparaître. Puis, après ce qui lui sembla une éternité de minutie, au détour d'un registre poussiéreux, dont la couverture de cuir était craquelée par le temps et la tranche effilochée, elle le trouva. L'entrée était discrète, presque effacée, inscrite d'une main élégante mais hâtive. Un médaillon d'argent, gravé d'une rose, légué à Madame Geneviève de la Tour, parente éloignée de Madame de Valois. Un nom, enfin. Un fil ténu, mais un fil tout de même, dans l'immense labyrinthe du passé. Une faible lueur d'espoir s'alluma en elle, une braise fragile dans la vaste obscurité de l'histoire. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, une bouffée d'air frais après des jours d'apnée. La victoire était encore lointaine, mais la première bataille venait d'être gagnée. La quête du descendant fut un autre défi. Madame Geneviève de la Tour était depuis longtemps tombée dans l'oubli, sa lignée s'étant diluée au fil des générations. Elara dut alors mobiliser son réseau de contacts historiques, ses érudits passionnés et parfois excentriques, disséminés dans les universités et les sociétés savantes à travers la France. Elle passa des heures au téléphone, sa voix devenant rauque à force de répéter l'histoire du médaillon et de Madame de Valois. Elle envoya des lettres, des emails, parcourut des registres paroissiaux, des actes de naissance et de décès, des généalogies familiales qui remontaient parfois au XVIe siècle. Le processus était lent, frustrant, semé d'impasses et de fausses pistes. Une fois, elle pensa avoir trouvé un descendant à Toulouse, pour découvrir qu'il s'agissait d'une autre branche familiale sans lien. Le temps s'étirait, chaque jour renforçant la tension qui l'habitait. Mais Elara était persévérante. Elle se souvint des longues nuits passées sur des thèses complexes, de la patience requise pour démêler les fils d'une intrigue historique. Elle était une archéologue du passé, et chaque obstacle n'était qu'une strate supplémentaire à déblayer. Finalement, après des semaines de recherches acharnées, de recoupements d'informations et de coups de fil inespérés, elle réussit à remonter la piste jusqu'à une petite commune de Normandie. Une descendante, une femme âgée nommée Madame Dubois,
sans aucun lien avec la famille de Valois, un caprice ironique du destin, vivait paisiblement dans un hameau isolé, entouré d'un jardin modeste où poussaient des hortensias bleues et des rosiers grimpants. Le voyage en Normandie fut une parenthèse bienvenue dans l'austérité des archives. Le paysage changeait, les plaines du bassin parisien cédant la place aux bocages et aux vergers. L'air, plus salin et plus humide, portait l'odeur de la terre labourée et de l'herbe fraîchement coupée. En arrivant au petit village, Elara sentit un apaisement relatif. La maison de Madame Dubois était modeste, en pierres apparentes, avec des volets peints d'un vert tendre. Une douce fumée s'échappait de la cheminée, signifiant une présence chaleureuse. Madame Dubois l'accueillit avec une curiosité bienveillante. C'était une femme aux yeux clairs et au sourire doux, les mains noueuses par le travail de la terre, les cheveux gris tressés en une coiffure simple. Elara lui expliqua sa recherche, l'histoire de Madame de Valois, d'Antoine et du médaillon. Elle montra son croquis de la rose, la passion de sa quête transparaissant dans chaque mot. Madame Dubois écouta attentivement, un voile de perplexité puis de reconnaissance passant sur son visage. Puis, à l'étonnement et à l'immense soulagement d'Elara, la vieille dame hocha la tête. « Ah, ce petit bijou de famille. Ma grand-mère le portait toujours. Il est dans ma boîte à souvenirs. » Elle se leva avec une lenteur digne, traversa le salon confortable et simple, où des photos jaunies ornaient la cheminée, et revint avec une petite boîte en bois de noyer, usée par le temps. À l'intérieur, sur un lit de velours fané, reposait le médaillon. C'était bien lui. Le médaillon était terni, son argent noirci par les siècles, sa surface perdant son éclat d'antan. Mais la rose, gravée avec une précision exquise sur son extérieur, était indubitable. Ses pétales stylisés, son cœur délicat, correspondaient trait pour trait au symbole qui avait déclenché toute son aventure. L'émotion submergea Elara. La hapticité de l'objet, le fait de le tenir dans la paume de sa main, était écrasante. Elle sentit sa surface froide, mais étrangement vibrante, lisse par endroits, mais légèrement rugueuse là où le temps et d'innombrables mains oubliées l'avaient patinée. C'était un lien physique direct avec le passé, un pont tangible entre son époque et celle de Madame de Valois, d'Antoine. Elle sentit le poids de l'histoire dans sa main, un poids à la fois léger et immense, un objet si petit mais porteur d'une telle charge émotionnelle. Les larmes lui montèrent aux yeux, brouillant la vision de cet objet tant cherché. Elle remercia Madame Dubois avec une sincérité débordante, expliquant l'importance de cette découverte pour la mémoire de Madame de Valois. La vieille dame, touchée par l'émotion d'Elara, lui accorda la permission de l'examiner de plus près, de le ramener à Paris pour quelques jours, à condition d'en prendre le plus grand soin. Elara promit solennellement, son cœur battant la chamade, de le traiter avec la dévotion qu'il méritait. De retour dans la quiétude familière de son appartement parisien, l'agitation du voyage et l'excitation de la rencontre s'estompèrent, laissant place à une concentration intense. Elle installa le médaillon sur son bureau, sous le halo doux et ciblé de sa lampe en laiton antique, dont la lumière chaude donnait aux objets une aura d'importance. L'air ambiant, imprégné de l'odeur subtile du vieux cuir de ses livres et du santal de l'encens qu'elle brûlait parfois, semblait retenir son souffle. Elle commença son examen. Le médaillon semblait solide, sans aucun mécanisme d'ouverture visible. Pas de fermoir, pas de charnière apparente, pas le moindre interstice où glisser un ongle. Ses doigts coururent sur la surface lisse, cherchant la moindre aspérité, la plus subtile fissure, la moindre faiblesse dans sa conception. Elle le tourna et le retourna, observant chaque angle, chaque reflet, chaque nuance du métal terni. Elle sentait le froid du métal, son poids rassurant. Le silence de l'appartement était profond, seulement brisé par le froissement occasionnel d'une page de livre laissée ouverte, ou le lointain, mélancolique carillon de la tour de l'horloge. Un son grave et contemplatif qui résonnait dans le tissu même de Paris, marquant le passage implacable du temps. Elara se concentra, retenant sa respiration, guidée par une intuition presque mystique. La phrase du journal d'Antoine lui revint. Une inscription cachée, un dernier indice crucial. Ce n'était pas une clé littérale, c'était le médaillon lui-même, mais il devait receler un secret.
Ses doigts retournèrent au motif de la rose gravée. Elle se souvenait de la fragilité de la vie, de la force de l'amour. Avec une délicatesse extrême, comme si elle craignait de briser un enchantement, elle appliqua une légère pression sur la rose. Un minuscule déclic, à peine audible, un son si ténu qu'il aurait pu être le chuchotement d'un secret enfin libéré, résonna dans le silence de la pièce. Le médaillon s'ouvrit. Il ne révéla pas un portrait miniature comme elle l'avait d'abord imaginé, mais un mécanisme minuscule et complexe, d'une ingéniosité surprenante. Et à l'intérieur, presque indiscernable du vieil argent, une inscription pâle, presque invisible, gravée avec une précision exquise. Et Lara dut approcher la lampe, ses yeux plissés pour déchiffrer les lettres fines et élégantes. Sous l'ombre fleurie, le cœur se souvient, et Lara murmura les mots à voix haute, sa voix tremblant légèrement sous l'impact de la révélation. Un mélange d'admiration et de compréhension profonde l'envahit. C'était la dernière pièce du puzzle, la clé d'argent qu'Antoine avait évoquée, la révélation ultime qu'elle avait cherchée avec une telle ferveur. Cette phrase, poétique et poignante, parlait directement à l'humeur mélancolique qui avait imprégné toute l'histoire, tissant des liens indissolubles entre le jardin oublié, la rose disparue, et le chagrin secret de Madame de Valois. Sous l'ombre fleurie. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une description, une image évocatrice, presque picturale. L'ombre fleurie ne pouvait que faire référence à ce coin spécifique et envahi par la végétation des jardins du Grand Trianon, celui-là même qu'elle avait esquissé au début de son enquête. L'endroit où les roses sauvages avaient poussé à profusion, jetant des ombres mouchetées sur la terre, un lieu de beauté sauvage et de chagrin caché, un refuge secret où la nature avait repris ses droits, dissimulant un cœur brisé. Elle se revoyait, des semaines auparavant, les doigts noircis par le fusain, tentant de capturer l'essence de cette image dans son carnet, sans savoir encore qu'elle y détiendrait la clé. Le cœur se souvient. C'était le chagrin persistant de Madame de Valois, immortalisé par Antoine dans la Rosa Trianonia, un témoignage silencieux d'un amour qui avait transcendé le temps et la perte. Un amour si puissant qu'il avait cherché à défier l'oubli. Et Lara sentit une vague d'émotions profondes l'envahir, un mélange enivrant de triomphe à avoir résolu le mystère, de tristesse pour la douleur cachée, et d'une connexion profonde, presque spirituelle, à ces vies oubliées. Elle n'était plus une simple archiviste, une catalogueuse de faits. Elle était devenue un conduit, un vaisseau pour leur histoire inédite, leur plaidoyer silencieux pour la mémoire. Elle sentait leurs présences invisibles dans la pièce, un chuchotement du passé qui lui était enfin accessible. L'atmosphère omniprésente de profonde mélancolie et d'élégante solitude, qui avait été sa compagne fidèle tout au long de cette quête, s'intensifia autour d'elle. Mais elle était maintenant teintée d'un puissant sentiment de but, d'une tension tranquille qui la propulsait en avant, l'exhortant à achever son voyage. Son désir latent, ce longing, pour une découverte qui lui apporterait une encre personnelle, était en train de se réaliser, non pas à travers une grande révélation publique, mais par cette narration intime, redécouverte, un profond éveil personnel. Le médaillon, ouvert dans sa main, brillait sous la lumière de la lampe, comme un petit soleil d'argent, un phare qui l'appelait vers la dernière étape de son pèlerinage. Le lendemain matin, le ciel était de la couleur des prunes meurtries, lourd de la promesse de nouvelles pluies automnales. Les nuages bas et gris filaient rapidement, charriant une humidité pénétrante qui glaçait l'air, mais qui semblait paradoxalement purifier l'esprit. Et Lara se leva avant l'aube, le corps léger malgré la courte nuit, l'esprit vif et clair. L'odeur du café infusait l'appartement, mais elle ne ressentait pas l'envie de s'attarder. La résolution d'hier soir avait mûri en une certitude inébranlable. Elle retourna au jardin du Grand Trianon, ses pas la portant avec une détermination nouvelle. L'air frais et humide était chargé de l'odeur riche et terreuse des feuilles anciennes qui se décomposaient, une fragrance plus prononcée que jamais. Ce parfum, autrefois simple marqueur de l'automne, lui semblait maintenant une présence guide, une respiration venue du passé, un signe olfactif que l'histoire l'appelait. Dans sa main, elle serrait le médaillon,
sa surface lisse, mais légèrement rugueuse et froide, un lien tangible avec le passé. Une promesse silencieuse qui pesait dans sa paume. Il était devenu plus qu'un objet. C'était un talisman, un témoin. Le lointain, mélancolique carillon de la tour de l'horloge du château de Versailles résonnait à travers le parc, un son solennel qui semblait sonner le glas pour les histoires oubliées, pour le passage inexorable du temps, pour les secrets enfouis de Versailles qui attendaient d'être révélés. Chaque coup de cloche était une pulsation, un rappel que chaque instant la rapprochait de la vérité. Elle marcha directement vers le coin envahi par la végétation, ce que la phrase du médaillon avait désigné comme « l'ombre fleurie ». L'endroit, autrefois un simple point sur une carte, était maintenant imprégné d'une signification profonde, d'une aura presque sacrée. Elle sentait que la zone vibrait d'une énergie silencieuse, une confluence d'histoire et de mémoire, un lieu devenu une archive vivante, un réceptacle de chagrin et de dévotion passée. Les branches des arbres, dénudées par l'automne, formaient des silhouettes fantomatiques contre le ciel bas, et les buissons desséchés semblaient murmurer des histoires anciennes au vent. Elle se souvenait des mots d'Antoine dans son journal, des phrases qu'elle avait relues des dizaines de fois, des mots qui avaient pris une nouvelle résonance. Sous l'ombre de la grande maison, là où le silence veille. La grande maison, c'était le grand Trianon lui-même, majestueux et indifférent derrière elle. Et le silence, oui, il veillait ici. Un silence lourd de secrets. Le banc de pierre en ruine, avec sa gravure de rose à peine visible, usée par les intempéries et le frottement des siècles, était son point de départ, son phare dans cette mer de végétation. Ses yeux, aiguisés par des années de recherche et d'observation minutieuse, scannaient le sol autour du banc. Elle cherchait la moindre perturbation, la plus subtile irrégularité dans la terre, un signe, aussi infime soit-il, d'une plantation délibérée, d'une intention humaine cachée sous les couches de feuilles mortes et de mousse. Elle sentait l'humidité sous ses semelles, le craquement des brindilles sous ses pas, le parfum âcre et doux du sol forestier. Son rêve récurrent, celui de l'enfant solitaire perdu dans le jardin labyrinthique, cherchant inlassablement une fleur lumineuse, ne lui semblait plus une simple chimère nocturne. Il se présentait désormais comme une carte, un guide prémonitoire, l'amenant directement à la fleur lumineuse qu'elle avait toujours cherchée, sans même en connaître la nature exacte. Elle n'était plus perdue, elle était trouvée, ancrée à ce but, à cette narration qui se déroulait sous ses yeux et par ses mains. Elle n'était plus une vagabonde solitaire, mais une chercheuse au bord de la découverte, son âme en parfaite harmonie avec le mystère qu'elle était sur le point d'élucider. Chaque fibre de son être était tendue vers ce moment. C'est là, directement derrière le banc de pierre, qu'Elara remarqua une irrégularité subtile dans le sol. Une légère dépression, presque imperceptible, camouflée par des années de litière de feuilles mortes et de mauvaises herbes aux racines peu profondes. La nature elle-même semblait veiller sur ce secret, le protégeant du regard indiscret des passants et des jardiniers. Le vent soufflait doucement, faisant frissonner les dernières feuilles accrochées aux branches, un murmure presque complice. Avec une précision chirurgicale, presque sacrée, Elara s'agenouilla. Elle sortit une petite truelle de jardinage de son sac, un outil simple, mais dont elle sentirait bientôt le poids et l'efficacité dans sa main. Ses mouvements étaient délibérés, lents, empreints d'une solennité particulière. Elle commença à dégager les débris, couche après couche. Les feuilles mortes, humides et collantes, s'aggloméraient sous la truelle, révélant la terre noire et compacte en dessous. Elle sentait le froid de la terre sous ses gants, l'odeur intense et primitive du sol qui s'élevait à chaque mouvement. Le crissement des feuilles, le frottement de la truelle contre la terre, étaient les seuls sons dans ce coin reculé du jardin. Sous une fine couche de terre, elle découvrit une série de pierres plates, soigneusement agencées. Elles formaient un petit sentier, presque imperceptible, menant plus loin dans le fourré, s'éloignant des chemins formels et rectilignes du jardin principal. C'était ça, le projet secret. Le jardin caché dans le jardin. Un témoignage éloquent de la dévotion d'Antoine et du chagrin de Madame de Valois. Un soupir s'échappa de ses lèvres, un mélange de soulagement et d'excitation contenue. Son cœur battait la chamade, un contrepoint vibrant à la tension silencieuse du moment.
Chaque battement résonnait dans ses oreilles, amplifié par l'anticipation. Le silence profond des jardins tentaculaires, seulement rompu par le bruissement des feuilles tombées et le chant lointain d'un oiseau isolé, semblait s'intensifier, retenant son souffle avec elle, témoin silencieux de sa quête. Elle se sentait observée par les arbres centenaires, par les statues de pierre qui avaient tout vu, par l'esprit même de Versailles. Elle suivit le chemin, poussant de côté les branches emmêlées et le feuillage envahi par la végétation. Les feuilles fraîches et humides effleuraient sa peau, déposant des gouttelettes froides sur ses joues, sur ses mains. L'air ici était encore plus frais, plus humide, et lourd de l'odeur intense et primale de la terre riche et sombre, un parfum de vie et de décomposition entremêlés, le souffle même du jardin secret. La lumière du jour peinait à travers le dôme végétal, créant une atmosphère tamisée, presque mystique. Et puis elle le vit. Niché dans une petite clairière abritée, protégée par la végétation environnante, se dressaient plusieurs rosiers anciens et noueux. Leurs branches, tordues et grises, portaient les marques de nombreux hivers, mais une vitalité inattendue émanait d'eux. Et malgré le froid avancé de l'automne, l'un d'eux portait une seule, tenace floraison, une rose d'une couleur cramoisie exquise et profonde. Ses pétales se déployant selon un motif identique à la rose stylisée de son croquis et du médaillon. La Rosa Trianonia. Non pas éteinte, mais dormante, cachée, attendant. Une survie miraculeuse contre toute attente, une incarnation vivante de l'espoir, un défi silencieux au temps et à l'oubli. Et la ressentit une onde de stupéfaction et de gratitude la submerger. La beauté de la fleur, sa résilience, la perfection de ses contours la laissait sans voix. Elle était là, devant elle, la preuve vivante d'un amour éternel, d'un jardin secret, une promesse tenue par-delà les siècles. La lumière diffuse du sous-bois semblait s'attarder sur ses pétales, lui conférant un éclat surnaturel. Et Lara s'agenouilla devant la Rosa Trianonia, les genoux s'enfonçant légèrement dans la terre humide et molle. Les larmes montèrent à ses yeux, brouillant la vision du cramoisi éclatant des pétales, les transformant en une tache de couleur vibrante et floue. La fleur, lumineuse même dans la lumière tamisée du sous-bois, était bien plus qu'un simple spécimen botanique. Elle était un testament à l'amour durable, au chagrin profond et à la résilience tranquille de l'esprit humain. Chaque pétale semblait raconter une histoire, chaque épine, un souvenir. Elle imaginait Madame de Valois, ses mains fines et délicates, autrefois habituées aux soieries et aux dentelles de la cour, s'occupant de ce jardin secret. Elle la voyait y trouver du réconfort dans sa beauté silencieuse, versant son chagrin dans ses racines, ses larmes invisibles nourrissant sa vie, transformant sa douleur en un acte de création. Elle se représentait Antoine, l'artiste du jardin, cultivant avec diligence ce symbole de souvenir, préservant une beauté fragile contre le flot du temps et les intrigues éphémères de la cour. Un véritable artiste de la terre, dont l'œuvre la plus intime était la plus durable. Cette fleur cachée était le Bloom of Silence, la floraison du silence, un secret poignant gardé en vie pendant des siècles, une histoire murmurée, enfin dotée d'une voix. C'était la culmination de tout, la réponse à toutes ces questions, l'incarnation d'une vérité qui avait attendu si longtemps d'être découverte. Et Lara tendit la main, ses doigts tremblant légèrement, et effleura doucement un pétale. Sa texture était étonnamment délicate, mais résiliente, douce comme du velours, mais ferme sous son toucher. Elle sentit la fraîcheur de la rosée matinale encore accrochée à la surface, une sensation vivifiante et fragile à la fois. L'odeur riche, humide et terreuse des feuilles anciennes, mélangée à une légère saveur presque métallique provenant des fontaines dormantes et rouillées des environs, sembla s'intensifier. Elle portait maintenant le parfum fantomatique de la Rosa Trianonia elle-même, une fragrance à la fois triste et profondément belle, un parfum de mémoire qui remplissait l'air et pénétrait son être. C'était une odeur qui évoquait la noblesse et le chagrin, la vie et la mort, le passé et le présent. Le médaillon dans sa main, toujours ouvert, lui semblait chaud, imprégné de l'histoire partagée qu'elle venait de déterrer. Une connexion tangible aux vies qu'elle avait ramenées à la lumière.
Son monologue intérieur était un torrent d'émotions. C'est ça, la découverte, pas une grande proclamation au monde, mais une révélation intime, tranquille, une vérité personnelle profonde. C'est plus que l'histoire, c'est un héritage vivant, un cœur battant venu du passé qui trouve enfin sa voie à travers moi. Je suis le pont, le gardien. Leur secret est en sécurité, leur amour est honoré. Astérisque, debout au milieu des Rosa Trianonia redécouvertes, Elara sentit un profond bouleversement en elle, un mouvement tectonique dans son âme. Le sentiment omniprésent de profonde solitude qui avait toujours plané sous son intellectualisme discret commença à reculer, remplacé par une sensation de connexion profonde et résonante, un sentiment d'être véritablement enraciné. Elle avait trouvé son ancre, sa découverte, non seulement pour l'histoire, mais pour elle-même. La pièce d'histoire oubliée n'avait pas seulement enrichi la compréhension collective du passé, mais lui avait aussi fourni une ancre personnelle, un sens de but durable qui transcendait son existence solitaire. Elle n'était plus seulement une observatrice de l'histoire, elle était une participante, une gardienne, un maillon vital dans la chaîne du souvenir. Le poids du temps, autrefois source de réflexions mélancoliques, lui semblait maintenant une étreinte bienveillante, une présence réconfortante qui l'enveloppait. Le souvenir récurrent de l'incendie dévastateur de la bibliothèque, qui lui avait inculqué la conscience aiguë de la fragilité du savoir historique, était désormais équilibré par ce triomphe de la préservation, un témoignage de ce qui pouvait être sauvé, de ce qui pouvait perdurer. Elle réalisa que son but n'était pas seulement de trouver des choses, mais de leur redonner vie, de s'assurer que les murmures du passé soient entendus, honorés et protégés, donnant une voix aux sans-voix. Elle avait toujours été attirée par les voix oubliées, les destins effacés par le temps, et maintenant, elle était devenue leur championne. Son voyage, autrefois une quête solitaire et parfois désespérée, avait fleuri en un sentiment d'appartenance profond et inébranlable. Elle était à sa place, enfin. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la documentation méticuleuse de sa découverte. Avec une patience et une précision d'orfèvre, Elara préleva des boutures de la Rosa Trianonia, veillant à leur survie et à leur éventuelle réintroduction dans les jardins principaux du Grand Trianon. C'était un acte silencieux de justice restauratrice, un symbole ramené du bord de l'extinction, un fragment de beauté et d'amour arraché à l'oubli. Elle passa des heures dans la petite serre de son ami botaniste, observant la croissance des jeunes plants, sentant la terre humide sous ses doigts, respirant le parfum délicat des premières feuilles, un parfum de renouveau. Elle rédigea un rapport complet, détaillant les histoires entrelacées de Madame de Valois et d'Antoine, leurs chagrins cachés et leur dévotion inconditionnelle, et le miracle botanique de la rose. Elle y joignit des photographies du médaillon, de l'inscription et de la fleur elle-même, ainsi que des extraits du journal d'Antoine. Ce document, rédigé avec sa clarté habituelle, mais imprégné d'une émotion nouvelle, fut présenté à la Société historique de Versailles. La Société, initialement sceptique face à sa quête solitaire, fut profondément émue par la poésie tranquille et les preuves irréfutables de ses découvertes, reconnaissant la signification profonde de son travail. Son œuvre, autrefois confinée à la solitude de ses recherches, connaissait désormais une nouvelle dimension, une reconnaissance publique de son dévouement et de sa vision. Elara envisageait un avenir où la Rosa Trianonia fleurirait ouvertement, un monument vivant à un amour oublié et un témoignage de la puissance durable de l'histoire et de la connexion humaine. Elle imaginait les visiteurs du Grand Trianon s'arrêtant pour admirer la rose cramoisie, lisant l'histoire de Madame de Valois et d'Antoine, leur cœur touché par cette romance intemporelle, le carillon mélancolique de la tour de l'horloge du château de Versailles, ce son qui avait si souvent souligné sa solitude et le passage implacable du temps, résonnait maintenant avec un triomphe tranquille, un écho harmonieux du temps qui passe et de la voix durable de l'histoire, une symphonie du passé et du présent. Elara, qui ne cherchait plus une encre, se retrouva enracinée, profondément connectée au grand récit de Versailles, un fil vital dans sa tapisserie complexe, son propre héritage désormais entrelacé avec l'ombre fleurie du Grand Trianon. L'odeur riche, humide et terreuse des feuilles anciennes, subtilement mélangée au parfum métallique des grilles patinées,
portait désormais une note nouvelle, pleine d'espoir, le parfum doux et léger d'une rose renaissante, une promesse parfumée de beauté durable. Elle regarda par la fenêtre de son appartement, la rue pavée n'étant plus seulement une vue, mais un chemin la reliant à l'histoire vivante et vibrante qu'elle façonnait et protégeait désormais activement. Une gardienne des floraisons oubliées et des histoires inédites. Elle avait trouvé son lieu, sa voie, son éternité.